Là, je passe très vite parce que vous connaissez tout ça. C'est les machines d'information et les machines de com. Donc, c'est évidemment Internet et tout ce qui est télécom. Simplement, ce que je veux montrer et dire, c'est que la télécommunication, les réseaux sociaux également, c'est, et ça c'est une expression de Bernard Stiegler, c'est une pharmacologie. C'est-à-dire que c'est à la fois un poison et un remède. Exemple sur Facebook et tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous passez par Facebook, vous n'êtes pas en présence des gens, vous n'êtes pas face aux gens. Vous n'êtes pas en présence de leur chaleur corporelle, de leur voix, etc. Vous êtes dans un contact qui est dématérialisé, et souvent la voix est dématérialisée, l'image est dématérialisée, l'odeur est dématérialisée, etc. Évidemment, vous êtes à distance. Donc, on vous prive du lien chaud, mais on vous le redonne quand même par des connexions froides. D'accord? Donc, vous êtes à la fois privé des gens, et en même temps, on vous les redonne. Donc, c'est à la fois le poison insidieux où vous vous distanciez des gens, mais en même temps, le remède, puisqu'on vient vous réparer ça en vous donnant les gens. Et beaucoup de choses dans les machines modernes, dans la technologie moderne, obéissent à ces principes des pharmacologies, à la fois poison et remède. Ce qui fait qu'on peut avoir des débats sans arrêt en disant « mais non, mais c'est génial, Facebook, ça relie les gens, etc. » Et puis d'autres gens qui vont vous dire « mais non, mais Facebook, c'est nul, on ne voit pas les gens, on n'est pas face à face, etc. » Les deux ont raison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne dans les deux processus. Alors, on va simplement dire aussi un petit chose sur la communication. Moi, ce qui m'intéresse et dans l'information et dans la communication, c'est que dans ces deux domaines-là, la science a boosté, la science a amené son espèce d'horizon performatif en disant, si on informe, on va informer encore plus. Eh bien, on va surinformer même, carrément, quoi. Et cet horizon performatif a abouti à quoi? À un monde où on est complètement saturé d'infos, où on est dans l'infobésité, là, comme ils disent les spécialistes, c'est-à-dire on a une sorte de bris blanc sémantique, on n'arrive plus à se repérer, on n'arrive plus à s'informer, on n'arrive plus à comprendre par où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut chercher, parce qu'on est noyé dans le surcroît de l'information. Et ça, c'est une sorte d'horizon qu'a défini la poussée de la science. Pareil sur la communication. Au début, on a dit, ben, viens, c'est super, on va créer un téléphone pour que les gens puissent communiquer à distance. Et puis la communication est devenue une sorte de connectivité quoi, maximale. Et puis après, c'est devenu carrément une connexionique, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus d'être déconnecté. Il faut être toujours connecté, il faut toujours être dans le réseau. D'accord? Et dans ces cadres-là, on arrive à un moment où on remplace l'échange par l'infrastructure d'échange. On remplace l'échange par les signes techniques de l'échange. On remplace l'échange par la manipulation des interfaces de l'échange. Regardez tout le temps que vous passez dans une journée à manipuler vos mails, à les trier, à éliminer les courriers indésirables, à prendre les spams et à les virer, etc. Ou pareil, regardez tout le temps que les gens passent sur leur portable, juste à manipuler, à écouter leurs répondeurs, etc. C'est incroyable si on comptait le temps que ça prend. Donc finalement, toute une partie de ce temps qui devrait être disponible à la communication directe et au face-à-face est accaparée par la manipulation aussi de la machine. Voilà. Petite citation de Deleuze que j'aime beaucoup. Elle va prendre juste un tout petit peu de temps. Je lui demande de l'attention parce qu'elle est très belle. Deleuze en 80 qui disait déjà, voilà, on est dans la civilisation du babil et du blabla, de la pollution fatigue hein, aussi. Petite phrase de Deleuze. Nous sommes transpercés de paroles inutiles, de quantités démentes de paroles et d'images. La bêtise n'est jamais muette ni aveugle. Si bien que le problème n'est plus de faire que les gens s'expriment, mais de leur ménager des vacuoles de solitude et de silence à partir desquels ils auraient enfin quelque chose à dire. Les forces de répression n'empêchent pas les gens de s'exprimer. Elles les forcent, au contraire, à s'exprimer. Douceur de n'avoir rien à dire, droit de n'avoir rien à dire, puisque c'est la condition pour que se forme quelque chose de rare ou de raréfié qui mériterait un peu d'être dit. Ce dont on crève actuellement, ce n'est pas du brouillage, c'est des propositions qui n'ont aucun intérêt. Voilà, je crois que ça résume beaucoup de choses. Moi, en délirant sur des slogans comme ça, de remise en cause de la com à tout crin aussi, je disais, on aurait des slogans comme ça, c'est « un lien vaut mieux que deux tu liras ». Plus on se connecte, moins on se connaît. On ne se touche plus, mais on garde le contact. Toujours interfacé, mais jamais face à face. Et s'interfacer, égale s'intereffacer. Voilà, donc ça c'est un peu des délires de hackers. Ouais. C'est pour parler. C'est recueil d'entretien de Deleuze sur pour parler. Très beau passage. Je crois que c'est la gauche a besoin d'intercesseurs, ce passage-là. C'est juste avant qu'il parle de McEnroe et de Borg. C'est génial. Autre aspect hyper intéressant, et là il faudrait une conférence entière là-dessus, que modifient les technologies d'information et de communication, c'est que, toujours l'horizon performatif de la science, on est dans une idée d'une continuité de service. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée que
on doit pouvoir être connecté 24 heures sur 24, qu'on doit pouvoir être connecté 365 jours par an, et qu'on doit vivre dans un continuum comme ça machinique. Et moi, j'ai fait un jeu de mots en disant continuum, c'est continu-homme, c'est-à-dire que l'homme lui-même devient soumis à ces exigences de continuité. C'est vrai dans le boulot, et c'est vrai dans la façon dont les gens gèrent très souvent leur télécommunication. Ce qui fait que se pose un problème majeur, qui est un problème pour moi de rythme. La difficulté, c'est pas de dire les technologies, ça va trop vite, c'est la vitesse à tout crin, il faut faire des pauses, etc. C'est pas simplement ça. C'est que la technologie amène son propre rythme, amène son tempo, amène ses cadences. Et que ce rythme, ce tempo, ces cadences, c'est celle de la machine, c'est pas forcément les nôtres, c'est pas forcément celle de notre biologie à nous. D'accord ? Nous, effectivement, on a besoin de stase, on a besoin de syncope, on a besoin à des moments d'accélérer et la machine, elle met 3 heures à télécharger, ou elle bug, ou elle bloque. On a besoin à des moments d'aller lentement, de ralentir, et la machine nous envoie des mails à tire-larigot. Moi, j'ai travaillé comme ça dans le jeu vidéo pendant 3 ans, et je travaille à distance avec le mail, et je peux vous dire qu'à des moments, je recevais une série de mails avec 10 injonctions à faire dans l'espace de 2 heures, et j'étais complètement débordé, quoi. D'accord ? Mais c'était un rythme qui n'était pas le mien, c'était le rythme du mail, qui n'était pas le rythme. Donc j'étais obligé ensuite d'être asynchrone pour essayer de récupérer ce type-là. Donc il y aurait toute une réflexion, j'ai envie de dire, sur le rythme, et de voir le rythme aussi au cinéma, parce que le cinéma est un rythme, de voir comment le cinéma traite le rythme et le rythme machinique. Là, je ne l'ai pas fait, c'est trop difficile, ça serait vraiment un boulot de fou. Mais posez-vous la question, comment les technologies modernes modifient votre rythme? Est-ce que ce continuum de connectivité, par exemple, ne modifie pas complètement votre rythme et vous pervertit pas? Voilà, juste cette question à poser. On va voir quand même un extrait extrêmement intéressant qui pose quand même le problème politique de la continuité et la dimension politique de la machine. C'est le seul que j'ai trouvé. C'est Sleep Dealer, un film récent, vachement intéressant. Pour moi, la SF, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est trouver une idée aussi forte, aussi géniale que ça, la mettre en situation et faire ressentir au spectateur ce qu'on peut éprouver. Alors, vous avez sans doute compris, donc c'est un immigré mexicain. Il y a, à l'époque où se passe le film, plus aucune possibilité pour un immigré mexicain de passer la frontière. Hein, c'est déjà très difficile aujourd'hui. Et du coup, ils ont trouvé la solution. Ils ont créé des usines qui s'appellent des sleep dealers, comme ça, on peut traduire par un marchand de sommeil, où les gens viennent, se connectent et effectuent des travaux aux États-Unis, mais dans le corps d'une machine, comme vous voyez là. Donc, c'est une machine qui soude les poutres, là, sur un chantier américain. Et le gars, donc, il est au Mexique, dans l'usine mexicaine, et il travaille à longueur de journée, connecté, à souder des poutres aux États-Unis sans avoir traversé la frontière. Donc, c'est le rêve américain, effectivement, le travail, mais sans les travailleurs. Donc, ça, je trouve ça incroyable. C'est une réinvention de l'apartheid. Donc, on traduit par ce film une dimension politique qui est très, très belle, très forte. Hein. Donc, cet apartheid américain contre le Mexique. On traduit également les nouvelles conditions de travail modernes, qui pourraient être celles d'un call center aussi, c'est-à-dire qu'on est connecté en permanence, donc on peut être surveillé aussi en permanence, parce que l'espace numérique, c'est un espace de traçabilité absolue, par définition. On lui met des lentilles de contact sur les yeux, vous voyez, les images apparaissent sur les lentilles de contact, donc le monde près de lui, il ne le voit plus, il ne voit que le monde à travers le robot qu'il est en train d'animer. Et d'ailleurs, quand il se balade sur les poutres, de temps en temps, il rencontre un autre robot, et il regarde l'autre robot dans les yeux, et il voit une caméra en face de lui, et c'est son pote qui est juste à côté, c'est même pas son pote, c'est son collègue de travail, qui est juste à côté, qu'il ne peut pas voir réellement, parce qu'il a les... Donc, pour moi, c'est très poignant, la musique en plus est extrêmement nostalgique et flottante, comme ça. C'est un petit film, hein, c'est pas un film extraordinaire, c'est un drôle de film, mais ce passage-là est vraiment fabuleux, et pour moi répond à l'enjeu de la SF, c'est-à-dire poser des enjeux humains, poser des enjeux de sciences humaines réellement, des enjeux politiques, à travers une idée de SF. Voilà. Et ce qui est intéressant sur l'aspect rythme, hein, que je mettais en avant tout à l'heure, c'est l'idée que le gars, il a un double rythme machinal à intégrer, le rythme du continuum de l'univers virtuel, c'est-à-dire qu'il est plugué là, sur le système nerveux central, et quand il bosse 12 heures d'affilée, et on lui met de l'oxygène pour pas qu'il s'endorme, etc. Donc il est constamment dans l'univers virtuel, donc il a ce rythme de continuité de l'univers virtuel qui est extrêmement épuisant et endurant, et il doit intégrer en plus les mouvements mécaniques du robot sur la poutre. Donc on le voit, au début il bute, il n'arrive pas à manipuler ses bras mécaniques, etc., parce qu'il doit apprendre à s'en servir. Donc il doit devenir machine pour pouvoir bien faire son travail, et en plus il est téléconnecté par une machine qui lui oblige à cette continuité. Donc un double rythme comme ça, donc le gars il en peut plus, hein, et à la fin il dit c'est marrant, je suis connecté toute la journée, et il parle à sa copine qui est dans le lit et lui dit la seule moment où j'ai vraiment l'impression d'être connecté au monde, c'est quand je suis avec toi dans le lit, parce qu'il est totalement azimuté par son boulot.